Et eux, ils sont venus se réchauffer face au frimas de l'automne dans ce studio bien chaud pour une fois. Un peu frais, mais quand même bien chaud. Et ce soir, autour de la table des informés de France Info, nous trouvons la directrice de la Revue des Deux Mondes, Valérie Toragnan. Bonsoir. Également l'éditorialiste à Challenge.fr, Bruno Roger Petit. Bonsoir. Bonsoir. Paul Quignot de l'Obs. Bonsoir. Bonsoir. Et l'humoriste et comédien Christophe Alévèque. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes actuellement bien sûr en tournée, comme très souvent d'ailleurs, hein, Christophe. Et vous venez de sortir un nouveau livre, Bienvenue à Webland. Hein, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors c'est pas un livre contre Internet, on pourrait dire, c'est un livre sur l'économie du net en fait. C'est sur tout ce qui merdouille avec Internet et donc j'aurais pu faire écrire la Bible. Oui. Et c'est sous forme de nouvelles. Voilà, c'est des personnages assez déjantés je fais le tour en fait de tout ce qui ne va pas avec Internet et tous les dangers qu'il peut y avoir. Et notamment donc sur l'économie, vous continuez un petit peu votre œuvre économique. Après on a marché sur la dette. Après on a marché sur la dette. Maintenant c'est le net et puis et c'est un décryptage. Hein, et moi-même au départ, hein, je n'étais pas un grand utilisateur d'Internet. J'ai découvert des choses absolument hallucinantes. Voilà, et ben ça se voit dans Bienvenue à Webland. Dès ce soir, donc 4 débats qui chatouillent l'actualité, prix Goncourt, prix Médicis, utile pour la littérature. Dans les abattoirs, Halloween se poursuit, violence en politique, un vrai fight club. On parlera bien sûr de la primaire des Républicains, mais juste avant, nous recevons Guillaume Oda. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes grand reporter à iTélé. Aujourd'hui, donc les salariés de la chaîne d'info continue du groupe Canal+ ont voté pour la reconduction de la grève, 19e jour consécutif jusqu'à demain midi. Le CSA ce soir a mis en demeure deux mises en demeure à l'égard de Canal+ et d'ITélé, et notamment par rapport à des manquements aux exigences d'honnêteté et de rigueur concernant l'émission de Jean-Marc Morandini. Comment vous accueillez ces mises en demeure Écoutez, pour ne rien vous cacher, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous renforce dans nos convictions. Déjà, factuellement, c'est la deuxième fois en 18 jours là de grève que le CSA intervient sur notre cas. La première fois, il avait manifesté une vive préoccupation. Hein, c'était ses termes. Pour résumer, il craignait que Morandini, en tout cas son sort, ne mette en péril iTélé. Là, ce soir, c'est le deuxième étage de la fusée. Il va un peu plus loin. 2 mises en demeure, ça veut dire deux avertissements avant sanction. D'abord, là, je prends les termes du communiqué, oui. Manquement à la rigueur et à l'honnêteté sur l'émission Morandini Live. Et puis, deuxième avertissement sur le non-fonctionnement depuis septembre dernier d'un comité d'éthique. Donc, 2 axes, rigueur, éthique, ce sur quoi on avait saisi le CSA. Donc, on est conforté dans nos positions. Alors, Guillaume Oda, il y a aussi eu un épisode, finalement, qui est arrivé hier avec cette retransmission, puisque iTélé s'était associé à BFM pour retransmettre le deuxième débat de la primaire des Républicains. Il devait y avoir une émission avant et après, ce qu'on appelle un débriefing, finalement, du débat. Et pourquoi il n'aura pas lieu ? Alors écoutez, c'est une décision de la direction qu'on a jugée inopportune. Moi, j'ai pas d'informations particulières. Elle a peut-être considéré que le climat n'était pas suffisamment serein pour s'engager dans un avant et dans un après débat. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a provoqué une grande tristesse de la part des équipes qui s'étaient mobilisées, qui s'étaient engagées à assurer cet avant-débat, ce qu'on appelle un écho à ce débat, sa diffusion. Alors, ça sera quand même diffusé ce soir sur iTélé et son décryptage. Les équipes s'étaient mobilisées, préparées sur le terrain. Et puis, au dernier moment, cette décision qu'on déplore. On a fait un communiqué dans ce sens-là, décision inopportune, mais c'est pas la première depuis 18 jours, puisque d'autres décisions ont entraîné le mouvement dans lequel on est en ce moment. Mais aujourd'hui, clairement, pour qu'on comprenne bien, il y a un moment, est-ce que ce mouvement de grève peut aujourd'hui s'arrêter ? Eh ben, écoutez, notre posture, c'est qu'on cherche une voie de sortie de toute façon. On pense qu'il y a urgence à sortir de ce conflit. On pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. D'abord, nous, ça fait 18 jours qu'on est en grève. Ça fait 18 jours qu'on n'informe pas. Et puis, une grève, ça a un coût également. Ça touche le porte-monnaie. Il y a des salaires modestes dans une rédaction. Journalisme, souvent, ça rime avec précarité. Il faut le savoir. Il y a des contrats courts, des salaires modestes, encore une fois. Mais je dirais que, encore une fois, ça a peut-être un coût, mais l'indépendance n'a pas de prix. C'est exactement ce pourquoi on se lève aujourd'hui. On cherche une voie de sortie. Il y a un canal de discussion. Il est intact. Je rentrerai pas dans le détail des propositions qui nous sont faites, mais en tout cas, on va se positionner. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'on maintient nos revendications. On souhaite, encore une fois, que notre indépendance soit garantie à l'égard des pressions extérieures, économiques, politiques et intérêts de notre actionnaire. On est dans un groupe très verticalisé. Vivendi, Canal, iTélé, etc. Alors, mais c'est vrai que c'est quand même, Guillaume, on a du mal à comprendre quand même cette stratégie de Vincent Bolloré. C'est le nom que le grand public connaît autour d'iTélé, patron du groupe Canal+. On a du mal à comprendre. Alors moi, je constate que factuellement, il s'est toujours pas exprimé. Pour le moment, nous, on a eu des contacts avec la direction et même à haut niveau, à Vivendi également. Des gens sont venus nous rencontrer.
Le problème, c'est, je dirais qu'en 18 jours pour le moment, et c'est pour ça qu'on ne saisit pas exactement la stratégie, c'est qu'à chaque fois qu'on a parlé éditorial, on a avancé sur le plan social. Or, nous, si on se bat aujourd'hui, c'est pour rester à iTélé dans les meilleures conditions du monde. Les meilleures conditions du monde, ça veut dire indépendance garantie, et puis retrait définitif de l'antenne de Jean-Marc Morandini. Alors voilà, demain, Jean-Marc Morandini s'en va, vous reprenez le travail ? Écoutez, ça serait une voie de sortie. Vraiment, ça serait perçu comme une voie de sortie et ça serait un élément qui contribuerait probablement à ce qu'on reprenne le travail. Oui. Une dernière chose, Guillaume Oda, on a vu très peu de politiques s'exprimer sur le sujet, en dehors de ceux qui ont porté des lois sur la presse, sur le rapport à la presse et les médias. À votre avis, c'est quoi ? C'est la posture de Vincent Bolloré, l'homme qui peut faire peur éventuellement parce que c'est un homme puissant ? Moi, je sais pas, je suis pas politique. Je constate qu'effectivement que les politiques ont manifesté peu d'empressement, en tout cas, à se saisir de ce débat. Que l'on porte sur la place publique. Moi, je rappelle qu'on se bat d'abord pour nos intérêts. On se bat d'abord pour les salariés, pour la rédaction d'ITélé. Mais il est vrai qu'on pose des questions maintenant qui résonnent dans la sphère publique. Et je pense que le politique a tout intérêt à se saisir de cette question qui est cruciale en 2016, dans un monde hyper concentré où des industriels possèdent plusieurs organes de presse. Le politique a tout intérêt à se saisir de cette question parce que c'est une question d'intérêt public. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Oda, grand reporter donc à iTélé pour ce 19e jour de grève reconduit donc jusqu'à demain midi. Si je peux me permettre, j'appelle tous vos auditeurs et téléspectateurs à se joindre à un grand rassemblement devant les locaux d'ITélé demain à 13h et je me permets également de remercier tous ceux et toutes celles qui nous ont soutenus. Voilà, également donc comme beaucoup de personnes de cette émission d'ailleurs. Merci beaucoup Guillaume Oda. L'info à 20h10, Pierre de France Info avec ce soir Valérie Toragnan, directrice de la revue des Deux Mondes, Bruno Roger Petit, éditorialiste à challenge.fr, Paul Quignot de l'Obs et l'humoriste et comédien Christophe Alévèque. On connaît enfin la raison d'ailleurs de la détestation de Nicolas Sarkozy pour François Bayrou. On a mis les plus fins limites de notre émission sur le sujet. En fait, ça serait la jalousie envers l'homme le plus sexy de la politique française. Oui, François Bayrou est sexy car selon Paris Match, dans la prochaine émission de politique Bisous, Ambition intime, donc dimanche prochain sur M6, le maire de Pau dit souvent être comparé à Richard Gere. Et oui, l'acteur, entre autres, de Pretty Woman. Alors, ça ne frappe pas comme ça au premier abord, mais quand on regarde bien, ça frappe pas toujours, en fait. Par contre, qu'Alain Juppé ressemble à Julia Roberts, là, c'est presque sûr. Alors, est-ce que ce sujet sera abordé lors du deuxième débat de la primaire des Républicains ce soir, Salvagram? On n'en est pas vraiment sûr. Et d'ailleurs, ce débat, à quoi il sert? À pas grand-chose, selon le président de la société de sondage Odoxa, Gaël Sliman. Quand on regarde l'histoire des débats électoraux, on a déjà vu des lignes un petit peu évoluer, mais on ne les a pas vues radicalement bouger après un débat. On n'a pas vu quelqu'un qui était derrière passer devant. Le plus souvent, le favori conforte son avance et éventuellement, le débat peut être l'occasion de voir un troisième homme émerger. Voilà, Gaël Sliman, président de la société de sondage Odoxa. Valérie Toragnan, pour vous, c'est un débat. Finalement, ça sert à quelque chose ou comme l'a dit Gaël Sliman, c'est juste pour voir quelques positions, mais ça ne fait pas tellement évoluer les opinions, les mentalités? Alors, est-ce que ça fait évoluer? Si, ça peut quand même faire évoluer. Peut-être pas forcément sur ceux qui ont déjà une conviction bien arrêtée, mais je pense aussi, par exemple, à Fillon, à Le Maire. En ce qui concerne ces débats, j'espère juste qu'on va un peu moins s'ennuyer qu'au premier. Oui. Et de toute façon, même si on s'ennuie, il y a quand même une espèce d'attraction irrésistible. C'est-à-dire qu'on est devant pour regarder au cas où il y aurait une petite phrase, une grimace, une mimique, une exaspération, quelque chose qui dit... aussi peut-être de la psychologie et de la tension qu'habitent ces personnages. On est un peu au théâtre. Je pense que c'est un théâtre hyper formaté, donc pas très intéressant. Il y a énormément de choses à traiter en très peu de temps, donc cette espèce d'exercice de 1 minute, on est là en même temps en train de les écouter, de regarder le chrono, c'est un peu absurde. Mais on attend, il y a comme toujours l'idée que peut-être il va se passer quelque chose. Ouais, Bruno Roger Petit, vous-même, les débats, finalement, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de téléspectateurs, quand même 5 millions au premier débat. Il y en aura moins ce soir. Vous pensez? Oui. Pourquoi? D'abord parce que ce ne sont pas des chaînes généralistes, ce sont des chaînes d'infos. Il y en a une qui est en grève, on vient d'en parler. Et les débats de la primaire socialiste avaient déjà démontré ça. C'est-à-dire que le premier débat avait fait 4 millions et le second était tombé à 2 millions. D'accord. Mais c'est logique, on connaît les personnages, on les a déjà vus. Donc il ne faut pas s'attendre effectivement à ce qu'il se passe quelque chose de bouleversant. Ça vous avait intéressé le premier débat, vous ? Bah oui, évidemment, parce qu'on voulait voir comment les uns et les autres allaient se positionner. Mais vous savez, on peut même perdre des débats et gagner une élection. Tout le monde l'a oublié, mais en 2012, Obama a été considéré comme le perdant du second débat contre Mitt Romney. Ça l'a pas empêché d'être élu. C'est vrai. Donc effectivement, l'opinion fonctionne sans avoir besoin de ces débats. Paul Quignot, ces débats, finalement, aujourd'hui, on dit toujours le débat c'est important pour la démocratie. Est-ce que ce genre de débat est vraiment important ce soir pour se définir, pour prouver des idées, pour se définir, je sais pas. À mon avis, le premier débat, s'il a pu avoir une importance, c'est auprès de l'électorat de gauche.
puisque on dit beaucoup que voilà, il y avait pas mal de gens de gauche qui hésitent à aller voter Juppé, à aller voter lors du débat lors du vote pour la primaire. Et je pense que ça a pu notamment les fonctionnaires, influencer. Les influencer. Se sont peut-être rendus compte que Juppé était effectivement quelqu'un de droite et de bien à droite. Et donc voilà, là pour le coup, ça peut avoir une influence. Le premier débat a aussi eu un petit impact, je pense, sur les gens se sont rendus compte que Bruno Le Maire, qu'on avait présenté comme un potentiel challenger de Sarkozy et de Juppé, finalement, n'était pas tellement dans son assiette. Donc voilà, mais il n'avait pas de déterminant, mais c'était pas inintéressant. Christophe Lévesque, quand tout à l'heure Valérie Toragnan disait petit théâtre. Est-ce que pour vous, finalement, là, on est comme dans un théâtre? À votre avis, chacun son rôle, chacun ou pas? Ouais, mais enfin c'est un peu décevant parce que tous ces gens se détestent, hein, tout le monde le sait. Et il n'y a même pas eu de coup. Donc non, mais il n'y a pas eu de coup. En fait, ils sont pas physiquement. Hein, ah d'accord, vous voulez. Quoique. À un moment donné, on sent une vraie tension. On sent que ces gens se haient profondément et que peut-être un jour ils vont gouverner ensemble. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont se retrouver. Hein, quand même. Mais ce qu'on voyait bien dans le premier débat, enfin, j'ai pas tout vu parce que ça a surtout agi sur mon sommeil, c'est parce que c'était quand même chiant à mourir. Ouais. Et notamment la première heure. C'est dur. Et ce qu'on a vu, c'est que tout de suite, c'est les alliances. Les regards, les phrases. Copé Juppé contre Sarkozy. Voilà, on a tout de suite vu qui allait. Aller ensuite vers l'autre. Ah ouais, c'était. Avec ce pauvre Bruno Le Maire au milieu, qui est quand même, qui est perdu, qui est pathétique. Et je pense qu'il a dû prendre peut-être un professeur de théâtre, ça se voit. C'est-à-dire on sent qu'il a pris des cours, mais le stage n'est pas fini. Oui. C'est-à-dire, il a pas tout. Et quand on pense qu'il représente la jeunesse. Et oui, c'est la jeunesse. Il avait beaucoup à gagner de ce débat, et c'est peut-être ça, c'est un peu psychanalytique. Il avait tout à gagner. Tout le monde disait c'est lui qui a tout à gagner. Non, moi je pense qu'il se crée un personnage. Il s'est dérobé devant l'obstacle et qu'il n'est pas arrivé du tout. Une fois qu'on a dit que c'était ennuyeux ou chiant, comme dit Christophe Lévesque, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi c'est chiant. Parce qu'ils ont tout. En fait, parce que c'est le même programme. Non, voilà, c'est là où je veux en venir. Il faut s'interroger sur le formatage de l'émission. Aujourd'hui, vous avez deux mots qui structurent la primaire politiquement. Et même l'élection présidentielle, c'est incarnation. Vous avez beaucoup de candidats qui ne parlent que de ça. Incarnation, incarnation, incarnation. Et puis Jupiter. Il faut revenir au président Jupiter. C'est un concept qu'a repris Macron, qui est fine mouche, qui a bien compris l'affaire. Et qui fait écho d'ailleurs à ce que dit Buisson dans son livre. Parce que Buisson n'écrit pas que des bêtises. Il a une appréhension des demandes populaires il en dit beaucoup aussi. Mais là-dessus, il a raison. Et qu'est-ce qu'on livre comme public avec les émissions actuelles? Vous avez l'enfilade des comptables, à qui on fait penser à un grand taux de super éco. Vous voulez supprimer 300 000 fonctionnaires, combien ça va coûter, combien ça va rapporter, quel équilibre sur lesquels vous allez déboucher. C'est-à-dire que vous êtes exactement dans ce que Mitterrand avait dit, plus de président que des comptables. Et vous abaissez la fonction. En présentant les postulants comme ça. Ce qui veut dire que vous êtes en décalage avec une opinion qui visiblement rêve d'un président protecteur, ce à quoi répond aussi très bien dans son genre Marine Le Pen, qui se pose en protectrice. Et puis vous avez des émissions de télévision à l'ancienne, avec des thématiques années 80, où il n'y a que l'économie et le social au cœur du débat, alors que chacun sait que ce n'est pas le cœur du débat aujourd'hui, c'est l'identité et l'histoire que les candidats racontent aux Français. Christophe Lévesque, comme les primaires de gauche étaient aussi ennuyeuses. Oui, tout à fait. Mais pour les mêmes raisons probablement. Exactement, pour les mêmes raisons. On l'a pas vu à l'époque. Et puis moi, alors franchement, c'est pas du tout ce que j'attends d'un président de la République. Voilà. Je vais pas revenir à ce pauvre Bruno Le Maire, mais qui arrive avec son pavé de 1000 pages. Exactement. Voilà, c'est pas ce qu'on demande du tout à un président de la République, d'autant plus qu'on sait que sur ces 1000 pages, il va pouvoir en appliquer à peu près 20. Tout le monde le sait. Et on leur demande des grandes directions, une voix, une vision. Mais il y a longtemps que j'ai pas entendu une personne qui avait une vision. Alors, Christophe, on va y revenir dans un instant à ce débat des primaires, deuxième débat. Mais non, bien sûr. Allez, l'info. Une vision de l'avenir. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, deuxième débat de la primaire des Républicains. Et aujourd'hui, il y a une enquête parue de Viva Voice, publiée par Libération. On parlait des programmes qui se ressemblent chez les candidats de droite. Et on y voit des Français dans cette enquête ayant envie d'alternance, mais qui n'adhèrent pas vraiment au programme économique des candidats, Valérie Toragnan. C'est ça qui paraît assez étonnant. C'est qu'ils sont prêts à une alternance, mais sur tous les programmes économiques qui se ressemblent d'ailleurs des Républicains, il n'y a pas une adhésion forte. Non, il n'y a pas une adhésion forte. Alors, ils veulent l'alternance. En même temps, ils sont quand même assez sensibles au fait qu'il y ait une expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui ait de la bouteille, qui s'assoit sur une vraie expérience. La vision, la personnalité, l'incarnation, donner d'un sens à la fonction. Et en même temps, pas d'intérêt. Enfin, je pense que le programme économique, il n'est pas prioritaire finalement. C'est absolument pas ce qui intéresse les gens. C'est un discours aussi autour de notre identité, de la France et de. Et pourtant, le chômage est quand même une des premières préoccupations. C'est la première préoccupation des Français. Oui, c'est un peu le paradoxe. C'est que voilà. Mais en même temps, les Français se connaissent bien et ils savent qu'ils n'aiment pas les réformes et ils savent qu'ils n'aiment pas, y compris quand il faut faire bouger les choses en matière économique, y compris pour l'emploi. Alors, Paul Quignot, il y a Alain Juppé qui a dit, de toute façon, moi je n'aurai pas de problème comme le gouvernement l'a eu au printemps contre la loi El Khomri, parce que moi je vais dire tout ce que je vais faire avant, comme ça on ne pourra pas me le reprocher, il n'y aura pas de manifestation. Il n'est pas le premier à dire ça. Il est marrant. Voilà, c'est la fameuse théorie des 100 jours. On annonce avant ce qu'on va faire pendant les 100 premiers jours et bouleverser le pays et faire tout aussi rapidement. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je voulais juste revenir sur les débats dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise quand on dit alors certes, je me suis un peu ennuyé aussi, évidemment que l'émission elle est formatée. Mais je trouve qu'il y a un paradoxe à reprocher parfois aux politiques de faire les guignols en permanence, d'être dans des émissions de talk-show où on mélange tout, et de leur reprocher aussi de participer, d'avoir des émissions effectivement où c'est sérieux, c'est un peu chiant, mais je préfère qu'on ait ce type d'émission aussi de temps en temps, plutôt que de les cantonner dans une case. C'est pas la question du sérieux, c'est la question de la thématique du sérieux qu'on aborde. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Oui, mais parce que quand on entend 7 fois la même chose, à un moment donné, on va... Non, mais c'est ça qui était un peu... Oui, ça c'est le format de l'émission. Mais... On le voit, moi j'ai retenu par exemple... Mais sur des thèmes en décalage avec visiblement les préoccupations premières des Français. Quand on dit par exemple que le chômage est leur première préoccupation, oui, mais c'est une préoccupation consensuelle. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lutter contre le chômage. Bon, en revanche, quand on commence à s'intéresser à l'identité et toutes les problématiques liées autour de l'islam, c'est là où les clivages apparaissent. C'est là où justement on a besoin d'entendre les candidats dire ce qu'ils en pensent. S'il y a des problèmes, comment résoudre les problèmes. C'est un petit peu le cas la dernière fois. Oui, mais une minute chacun, ce n'est pas possible. Je crois qu'il y a un moment où il faut s'interroger sur pourquoi ne pas revenir aux traditions de la télévision à la politique, c'est-à-dire un invité, 2 journalistes, une table, 3 chaises et un dialogue. Ouais. Donc vous pensez que finalement, au moins de sujets de débat. Ouais, alors moins de sujets de débat, vous pensez finalement qu'il y a peut-être trop de candidats. Il y en avait 6 pour le PS, trop de candidats. Mais vous savez, ça tire aussi les candidats potentiellement président de la République vers le bas. Quand vous voyez qu'Alain Juppé est obligé de converser avec M. Poisson ou Nathalie Kosciusko-Morizet, dont on sait très bien qu'ils n'ont aucune chance d'être élus président de la République, ça les tire aussi vers le bas. Parce que c'est pas très démocratique comme phrase. Ça. C'est pas très démocratique, mais je vous signale que France 2 en a tiré les conclusions parce qu'il y a Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-François Copé qui n'auront pas le droit à la grande émission politique. Ils auront droit à 20 minutes d'interview à l'inverse sur deux personnages. On pensait qu'ils avaient candidats à la primaire. C'est compliqué de considérer comme ça. A priori, qu'il y a des gens qui ont une stature ou pas une stature. On a dit d'un certain nombre de gens qui ont été présidents de la République qu'ils avaient une stature d'homme d'État et qui, dans l'exercice du pouvoir, ont prouvé le contraire. Alors juste une chose, voilà, il y en a certains qui ont quand même beaucoup à jouer. On a l'impression de parler un peu de sport ce soir, mais c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, Bruno Le Maire, mais il y a également quand même Nicolas Sarkozy qui est pas très en forme dans les sondages actuellement. Nicolas Sarkozy, à votre avis, Christophe Lévesque, puisque je sais que vous le connaissez bien, est-ce qu'il peut remonter aujourd'hui, Nicolas Sarkozy? Mais malheureusement, tout est possible. Voilà, il peut remonter. Oui, en politique, on l'a vu combien de fois. Personne n'est jamais mort. Le retour de Jean-François Copé. Ça marche pas trop quand même. Qui aurait dit non mais il a quand même mais il est sur le coup d'après. Il a quand même non mais il y a 1 an on nous aurait dit qu'il participerait aux primaires de la droite, tout le monde aurait dit non c'est pas possible. Donc Nicolas Sarkozy finalement aujourd'hui pour vous n'est pas quelqu'un qui est largué par rapport au sondage et sera encore présent. Pour moi ça a toujours été quelqu'un qui était largué généralement.
Donc, moi, je pense personnellement, mais je l'ai dit depuis longtemps, mais je pense que cet homme est malade. Voilà. Alors, donc, nous n'avons pas besoin. La France déjà est malade, donc on va pas soigner une malade avec un malade. Voilà. Valérie, par contre, mais pour revenir sur Juppé, hormis le retour du vintage, qui est quand même, on le connaît avec l'ameublement, pourquoi pas avec Juppé. La DS et la musique aussi. Et la musique. Ouais. Et c'est papa. Voilà, c'est la figure on a besoin. Les gens sont tellement paumés, et quand on est paumé, même quand les enfants sont ingrats, très souvent les enfants sont ingrats, et à un moment donné, quand on est perdu, on appelle qui ? Et on appelle papa. Et bien justement, on va continuer à en parler. On va parler également de violence en politique et également de ce qui se passe un peu. Voilà, alors ça n'a rien à voir avec le débat, mais dans les abattoirs. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça arrive ce soir. C'est très bizarre. Voilà la suite du programme des informés de France Info.